Bonjour, bienvenue à une autre session de l'Aéro Masterclass. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de la Pan Am dans l'histoire du transport aérien. Pan Am était une compagnie américaine qui a été en service de 1927 à 1991. Euh, Pourquoi la Pan Am en particulier et pas une autre compagnie tout de suite? Tout simplement, la Pan Am, c'est le travail d'un homme, Juan Trippe, qui la construisit de telle façon qu'il réussit à en faire ce qu'on pourrait appeler l'outil de choix. Les Américains utilisent l'expression de chosen instrument. Ce qui est assez particulier parce que, alors que d'autres pays ont leur compagnie nationale, la France avait Air France à partir de 1933, les Anglais BEA, BOS et plus tard British Airways, les Allemands Lufthansa, etc. Les États-Unis, de par les principes capitalistes du gouvernement américain, n'avaient pas en fait une compagnie nationale où le gouvernement participerait. En fait, ils avaient toute une série de compagnies aériennes. Et le travail de Juan Trippe, comme on va le voir, était tel qu'il a réussi à en faire un peu l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur culturel et technique. Notamment, comment a-t-il fait ça? Ben, il a réussi à faire en sorte que Panam investisse dans les jets. C'était une des premières compagnies à le faire, notamment en aidant à la construction du Boeing 707, dont on va parler tout à l'heure, et plus tard du Boeing 747. Euh, à tel point que la Panam, dans les années 60, devient un synonyme de modernité américaine très à la mode. Certains d'entre vous peut-être ont suivi une série sur la chaîne américaine HBO qui s'appelle Mad Men, qui a un peu l'histoire de Park Avenue et du monde de la publicité américaine. C'est souvent associé à cette notion de vitesse, mais aussi de modernité et de jet. Euh, Panama aussi a investi dans la construction du Boeing 747 et à bien des égards, ça a été une erreur, on ne le savait pas à l'époque, mais qui peut-être accélérera les difficultés de la compagnie à partir de la fin des années 70. Les années 80 sont malheureusement une période de souffrance pour cette compagnie qui finit son existence en 1991, même s'il y a eu des tentatives de résurrection du nom et de la marque. Alors regardons ça un petit peu plus près. Il y a évidemment beaucoup de livres écrits là-dessus, de sites sur notamment la flotte de la compagnie qui sont excellents. Donc il s'agit d'un résumé général pour essayer de comprendre pourquoi cette compagnie est si importante. Alors, quand vous pensez Paname, il faut penser à Juan Trippe. 1891-1981. Un homme qui était en fait fils de banquier, très bien éduqué, il avait été dans une des Ivy Leagues, je crois Yale, et qui initialement se destinait donc au travail bancaire, comme papa, voilà. Mais il est très intéressé en fait par les nouvelles techniques, notamment l'aviation. Et à partir de 1927, il forme une espèce de consortium de petites compagnies un petit peu qui faisaient un peu des services de navette, notamment en Floride ou dans le sud des États-Unis. Et, c'est ce qui l'intéresse, c'est peut-être d'utiliser les possibilités qu'il y a là de faire du transport aérien, notamment avec les Caraïbes. Euh, pour ce faire, Trippé, en fait, connaît aussi ses limites. C'est le grand expert pour ce qui est d'utiliser les, les, euh, les finances, faire des financements et négocier avec les autres. Mais il sait aussi s'entourer, par exemple, de grands experts techniques. Alors, par exemple, il sera très bons amis avec Charles Lindbergh, le héros de l'Atlantique, et ce jusque dans les années 60, en somme, jusqu'au moment où ils prendront tous les deux leur retraite, à peu près. C'est notamment Charles Lindbergh qui, par exemple, convaincra Trippey d'acheter le Mystère 20, plus tard connu sous le nom de Falcon 20. Donc cette capacité de négocier avec les autres, mais tout en ayant un contrôle très strict de sa compagnie aérienne, c'est ce qui fait que Trippey va en fait construire la Paname et la transformer en une compagnie quasi nationale. C'est aussi lui qui sera responsable à bien des égards de ce qu'on dirait, ce qu'on appellerait aujourd'hui la marque de la compagnie. Alors la marque de la compagnie, comment est-ce que ça se construit? Bon, il y a des choses en fait que Trippey n'invente pas. Regardez l'intérieur de ce Fokker 10. Alors en 1929, donc c'est la deuxième année d'existence de la Paname, ils ont des Fokker 10 construits à l'origine en Hollande.
Et quand vous regardez l'intérieur de ça, on dirait vraiment une espèce de confort de bar. Ça ressemble un petit peu à un train. Il y avait les trains Pullman américains, très connus pour leur confort. L'idée, c'est littéralement, en fait, de convaincre le passager qu'ils sont dans un train. Bon, il y a des ailes, il y a un moteur, quand on regarde dehors, c'est pas les vaches, mais ou c'est les vaches, mais c'est de haut. Donc c'est un petit peu différent comme impression, mais l'idée, c'est justement de convaincre les passagers qui vont payer très cher pour quelque chose qui n'est en fait pas si confortable que ça, c'est très bruyant, et que ça vaut la peine de s'asseoir, que c'est en fait un peu comme prendre le train, sauf que c'est un peu plus prestigieux. Ce n'est pas unique à la Pan Am. Air France en fait de même. Ils ont un service spécial, notamment entre Paris et Londres. Les Allemands, la même chose. Les Anglais, la même chose. Donc, beaucoup de compagnies aériennes se disent comment est-ce qu'on va convaincre le public de voler? Il faut avoir ce service spécial avec le steward qui amène d'alcool, beaucoup d'alcool d'ailleurs, et peut-être un ou deux repas chauds, non pas chaud, chaud, mais des trucs préparés au sol qu'on a bien gardés dans un petit four. Mais qu'on ne peut pas cuire à l'époque. Voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est de vous occuper un petit peu en vous donnant l'impression que vous êtes à l'aise, même si vous ne l'êtes pas. Tripet commence à dire sa marque un peu différente des autres, c'est en misant sur les hydravions. Alors pourquoi un hydravion? À quoi ça sert au fond? Pourquoi pas rester avec les avions normaux? Un hydravion, évidemment, si vos moteurs, et à l'époque les moteurs, c'est pas très très sûr, se plantent, et ben à la limite, au moins vous pouvez donc vous poser à l'eau, sur l'eau, et espérer que les secours arriveront, surtout si vous n'êtes pas très loin de la côte. Un autre avantage aussi, c'est que, par exemple, TripAd qui veut ouvrir des services dans les Caraïbes, il se dit, bon, pourquoi construire une installation? C'est compliqué. Si on peut se poser sur l'eau et il y a un port pas trop loin, bah, ce sera beaucoup, beaucoup plus pratique et plus facile, plus rapide. Donc, en fait, TripAd mise sur l'hydravion. On va commander toute une série pour faire des services qui varient et en même temps convaincre une clientèle de se mettre à bord. Alors là, vous avez un double problème. Non seulement vous voulez les convaincre qu'ils sont dans un confortable train, si vous voulez, mais en même temps, évidemment, ils vont monter dans quelque chose qui ressemble. Vous imaginez, regardez comme ils sont habillés, c'est magnifique. Comment est-ce que vous dites au public, mais non, c'est tout à fait sûr, d'ailleurs, on peut vous le prouver. Et c'est là qu'en fait, il y a un jeu sur la marque que TripAd invente, qui est assez unique en son genre. Si vous comparez les services hydravions en France ou dans un autre pays dans les années 30, bah, vous avez tout le monde qui est en survêtement, enfin pas en survêtement, mais bon, en bleu de travail. Les pilotes eux-mêmes ont une combinaison. En fait, c'est le transport du courrier, du transport du courrier qu'il s'agit. Évidemment, certains ont des uniformes, mais c'est quelque chose, bon, bah, c'est un peu aléatoire. On prend le courrier principalement. Évidemment, il faut qu'on prenne les passagers aussi, mais c'est le courrier qui prime. Pour Tripay, l'idée, c'est en fait, non, on peut transporter les passagers et leur donner l'illusion d'un service hors pair. Ah, par exemple, il demande à ses équipages, enfin, il ne leur demande pas, il leur ordonne de mettre des uniformes blancs, un peu comme ceux de la marine américaine. Vous imaginez un uniforme blanc avec le cambouis et tout, mais non, on met ça tout de même. À la limite, vous, évidemment, pour certains services, vous autorisez un uniforme foncé, comme vous le voyez là avec le steward, mais toujours avec une casquette blanche. Mais par exemple, quand il s'agit de monter dans l'hydravion, non, 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 on se présente à l'hydravion et on marche vers l'hydravion comme si on était des militaires. Un peu comme les marins quand ils vont monter dans le bateau. D'accord? Et cette notion un peu militaire, un peu martiale, ça donne une idée de ponctualité d'abord, mais aussi de sûreté. On monte, on est comme il faut, voilà, on s'installe, on fait démarrer les moteurs, c'est parti. Au lieu de, bah, on y va, on va voir, contact, ça marche, oui, peut-être, voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème à faire démarrer les moteurs, mais cette illusion, cette construction de sûreté, c'est ça qui va aider en fait à établir la réputation de la Paname. Confort Nec plus ultra, enfin ce qu'on peut obtenir dans les années 30, ainsi qu'un service régulier avec des gens très professionnels. Voilà. Donc cette construction de la marque se fait assez rapidement dans les années 30 et établit donc la réputation de la Paname. Cette réputation est confirmée à partir de la fin des années 30.
l'établissement avec la commande, il y a un chien dehors, avec la construction du Boeing 314. Boeing 314, c'était une commande de la Paname. Et l'avantage de cet avion, c'est qu'il pouvait effectivement rallier New York à Marseille à partir de 1939-40 en 23 heures. Ce qui permettait en fait vraiment de damer le pion d'abord à la concurrence des hydravions, pardon, pas des hydravions, des avions, mais aussi des dirigeables. Évidemment, l'ère des dirigeables s'était déjà terminée en 1937 avec l'incendie du Hindenburg à New York, mais là, la Paname a un avantage certain. Quand on compare ce que fait la Paname en 39-40 à ce qu'avait fait par exemple Air France transatlantique aux environs de 38-39 avec quelques essais avec un hexamoteur, etc., ou ce que faisaient les Anglais, ou même les Allemands qui avaient fait un test, en fait, la Paname a établi déjà quelque chose à la base, c'est-à-dire un succès certain. Et d'ailleurs, on le voit notamment avec ce Boeing 314. Regardez un peu la taille du truc quand vous voyez ce détail sur la couverture de Life Magazine, avec les mécaniciens en train de préparer les moteurs. Donc, l'avantage certain que la Paname établit à partir de 1939-40, évidemment, va se confirmer pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que, évidemment, les compagnies européennes sont toutes arrêtées, utilisent du matériel qui en fait est déjà dépassé, alors que la Paname peut rester au fait des progrès. Et c'est ainsi qu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Paname peut vraiment se targuer d'être l'outil de choix. Voilà. Donc on le voit dans le style, par exemple, du service à bord. Ils ont des nouveaux Boeing, je ne l'ai pas illustré, mais notamment un Boeing Stratocruiser, qui est en fait un dérivé du Boeing B-29, mais avec un fuselage différent, très confortable. Euh, et cela permet en fait de maintenir un peu l'avantage de la Paname sur l'Atlantique, même si d'autres compagnies, notamment SAS, notamment Air France et BERC, sont aussi en train d'investir l'Atlantique Nord pour les grandes liaisons transatlantiques. Donc c'est quelque chose de remarquable de devenir cet instrument de choix, cet outil de choix. Et évidemment, ça remplit les avions. Le problème, c'est qu'évidemment, les avions, ils deviennent un peu plus grands. Alors, on utilise de moins en moins le Boeing 314. On passe, par exemple, à certains modèles de Douglas ou de Constellation, Lockheed Constellation. Et évidemment, ça, quand on a un service première classe, c'est très bien, mais il faut encore qu'ils trouvent les passagers qui puissent le payer. Ça, c'est pas si facile que ça. D'ores et déjà, la Paname se dit, il va falloir trouver une autre solution. Alors, il existait déjà une solution, c'était un petit peu ce qu'on pourrait appeler une sorte de marché gris ou de charter. Il y avait une sorte de classe touriste qui existait. Pour certains vols, c'était autorisé, mais ça devait être fait par autorisation préalable, seulement pour certains vols, certains jours, avec autorisation du gouvernement, ainsi de suite. Non seulement les gouvernements doivent y consentir, mais l'IATA, une organisation internationale aérienne qui avait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, elle existait déjà dans un autre format avant. Alors cette compagnie, c'est pas une compagnie, c'est une association de plusieurs compagnies aériennes. Et l'IATA, en fait, doit donner son accord à chaque fois sur les tarifs, notamment les tarifs sur l'Atlantique Nord. Panam pousse l'IATA à adopter la classe économique en disant ça nous permettra de remplir les avions. On aura toujours évidemment les gens qui sont prêts à payer première classe pour un service NEC plus ultra. Mais il y en a d'autres qui seraient peut-être très contents de payer un petit peu moins, d'avoir peut-être un peu moins de services, mais comme ça, ils peuvent emmener la famille. La Paname a vu juste, au sens où, bon, ils vont évidemment essayer ça un peu sur des lignes transcontinentales d'abord, autre chose, mais très vite s'aperçoivent que, vu l'importance du dollar dans les années 50 et le pouvoir d'achat qu'ont les Américains, même salariés, dans les années 50, ça vaut la peine. Ça peut permettre aux gens brusquement de dire bah, j'emmène les enfants en voyage en avion. Quelque chose qu'on ne pourrait pas se permettre de penser en Europe jusque dans les années 70, facilement. Donc, cette introduction de la classe économique est une nouvelle innovation de la Paname, si vous voulez, et qui va permettre en fait un regain de concurrence entre les compagnies aériennes.
Comment est-ce que cette introduction de la classe économique fonctionne-t-elle? Oh, bah, ça va bien en général, mais évidemment, les compagnies s'espionnent. Qu'est-ce qu'ils font eux en classe économique que nous on fait ou qu'on pourrait faire ou ne pas faire et cetera? La Paname en fait de même d'ailleurs, à tel point que par exemple, ils vont engager des poursuites contre la compagnie SAS, compagnie, Scandinavie, hem parce que soi-disant la SAS aurait distribué des petits pains en classe économique qui étaient beaucoup trop bons pour être en classe économique. Ça aurait dû être uniquement la première classe. Bah, figurez-vous que Paname avait gagné son procès contre la SAS à propos des petits pains. Donc ça vous donne une idée un peu du niveau de concurrence. On se bat même pour 3 pastèques et 2 bouts de pain. Mais cela dit, la classe économique permet en fait de remplir les avions, en tout cas les avions à hélice. Et si on regarde un petit peu le trajet qu'a fait Paname, en 57, ça fait 30 ans qu'elle existe, voilà ce dont on pourrait parler en disant: «C'est vraiment l'outil de choix». Heu, à partir de New York et de Miami, ce sont ces 2 grandes bases, la compagnie sert évidemment l'Atlantique Nord, mais aussi, toute une série de destinations en Amérique du Sud. Parfois c'est la Paname, parfois ce sont des, compagnies qui sont associées à la Paname, créées en partie par la Paname. Panam do Brasil, Panagra, et cetera. Ces compagnies seront ensuite, plus tard, absorbées dans des compagnies nationales, heu, locales, mais c'est Panam qui a joué un rôle dans leur création, notamment en Amérique du Sud. Et évidemment, il y a, toute la route en direction du Pacifique. C'est ce qui, permet à Panam de créer notamment les vols Panam 1 et Panam 2, qui en fait sont des vols, qui, font le tour du monde, soit en direction est, soit en direction ouest. Et les vols Panam 1 et Panam 2 resteront en place, pendant, des décennies. Donc en 57, voilà la situation. 57, c'est aussi juste à l'aube de l'ère des jets. Alors comment est-ce que Panam va négocier les jets? Paname avait très vite vu, notamment Juan Trippe évidemment, et avait très vite vu, l'avantage d'utiliser les jets. Ça va beaucoup plus vite, ça va plus haut, donc c'est plus confortable, ça fait moins de bruit dans la cabine, c'est-à-dire. Hem à l'origine, la Paname avait commandé ce qui s'appelait le de Havilland Comet, qui était une construction, un jet anglais, le premier produit, et mis en service avant la carte française. Et malheureusement, le Comet avait eu des gros problèmes de conception. Donc la Paname avait annulé sa commande. Mais entre-temps, les États-Unis avaient mis en place un, un système. Les États-Unis avaient vu en fait l'arrivée de deux projets, un de Douglas, un de Boeing, le DC-8 que vous voyez là en avant-plan et le Boeing 707 dont on va parler tout à l'heure. La Paname ne s'intéresse pas à la Caravelle, faut bien le dire, simplement parce que la Paname n'a pas vraiment de réseau intérieur. On va en reparler tout à l'heure. Donc la Caravelle ne l'intéresse pas du tout. En revanche, le DC-8 et le 707, surtout à leur tout début, ils ne sont pas tout à fait capables de faire du transatlantique complet. Ils peuvent faire du New York-Londres, mais ils peuvent à coup sûr faire du transcontinental. Donc, faire du jet, depuis, par exemple, New York jusqu'à San Francisco ou New York jusqu'à Miami en 2h30, 3 heures au lieu de 4-5 heures, ah, tout de même, ça, c'est quelque chose, c'est un avantage. Donc, la Paname va passer commande. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils passent une double commande de DC-8 et de 707. Or, ces 2 avions sont concurrents, ils font à peu près la même chose. C'est la dernière des choses que vous voudriez faire si vous êtes une compagnie de technique, pour former l'équipage, etc., etc. Non, pourquoi la Paname fait-elle ça? Juan Trippe, il voit le DC-8, il examine le DC-8. Et il voit que le DC-8, par exemple, a un fuselage qui est légèrement plus large que celui à l'époque du Boeing 707. Le Boeing 707 est basé sur un prototype qui s'appelle le 367-80, qui est en fait un avion de ravitaillement en vol, donc un avion militaire cargo. À l'origine, Boeing propose une version civile sur la base du fuselage militaire, qui est légèrement plus petit. Alors, Trippe, il n'arrive pas à convaincre Boeing de redessiner ce fuselage, après tout c'est cher, donc il passe une double commande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il passe une commande de 25 DC-8 et 20 707.
Donc envoie le message à Boeing en disant: «Bon, bah, je vous commande quand même votre avion, j'ai les sous, je suis banquier, mais voilà, si j'ai pas ce que je veux et bah, on restera avec Douglas après». Boeing va très vite modifier son attitude et c'est ainsi que, Tripet, en fait, si vous voulez, a eu son avion à lui, son Boeing 707. Celui qui est devenu légendaire, qui a été en service dans des douzaines de compagnies aériennes, évidemment aussi Air France, British Airways, Lufthansa, par exemple. Donc, c'est ainsi que Pan Am entre dans l'ère du jet. Et ces Boeing 707 de la Pan Am, bah, c'est eux qui seront, si vous voulez, un peu les porteurs du drapeau américain. Ce ne seront pas les seuls. Vous avez la TWA qui, évidemment, vole aussi à l'étranger. Mais c'est vraiment la Pan Am qui, en établissant ses propres bases pendant des années, et il faut bien dire, la Pan Am faisait tout. C'est-à-dire que s'il y avait une destination à ouvrir et que, par exemple, c'était un aéroport un peu petit, la Pan Am aidait à établir, par exemple, une piste plus longue ou à former, par exemple, des météorologistes locaux, etc., etc. C'est eux qui payaient ça. Donc ça devenait leur fief à eux. Heu, donc c'est pour ça que c'est très courant de se dire: «On voit Paname, on voit les États-Unis» et en bonne mesure d'ailleurs, la Paname va établir sa propre chaîne d'hôtels aussi. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec Air France avait pendant longtemps le Méridien. Pan avait la chaîne intercontinentale. Donc, c'était quelque chose de tout à fait courant de voir Paname et de se dire: «Ah, les États-Unis sont là», mais de façon, tout à fait, agréable. Disons, c'est un peu le côté moderne de l'Amérique dans les années 50-60. Heu, Arriver à obtenir que madame Eisenhower, la femme du président dans les années 50, heu, puisse venir pour baptiser le 1er Boeing 707, il faut le faire quand même. Donc ça vous donne une idée de l'importance de la Pan Am vis-à-vis du gouvernement américain, tout en étant une compagnie privée. Ces Boeing 707 seront bien sûr le symbole de la modernité américaine dans les années 60 et pour bonne mesure, par exemple, la Pan Am a fait construire son propre gratte-ciel, son propre bâtiment. Ce sont ses quartiers généraux à New York. L'immeuble de la Pan Am, qui ensuite deviendra l'immeuble de la MetLife quand la Pan Am partira en faillite. Mais pendant des années, le logo était là. On savait que c'était la Pan Am. Et pour faire bonne mesure, on avait même un héliport qui était en service. Alors, c'était pour les hélicoptères de la Pan Am, mais aussi pour n'importe quel hélicoptère qui faisait la navette entre la ville et les aéroports. Euh, brève explication, un embouteillage entre New York et ses aéroports, quand quand on passe une très mauvaise journée à Roissy pour essayer de rejoindre Roissy, ça ne se compare pas, c'est vraiment l'enfer, surtout dans les années 50-60. Donc cette idée d'un service hélicoptère était quelque chose de très attrayant pour ceux qui pouvaient se l'offrir. Ce service hélicoptère sur le toit sera malheureusement interrompu suite à un accident, un crash en haut, sur le gratte-ciel. Après ça, le service hélicoptère sera transféré ailleurs, sur un héliport qui sera près de la rivière, sur la 34e rue à New York. Cet élément de modernité, ça projette, ça continue de marquer la Pan comme étant une très grande compagnie. Point Tripet qui maintenant commence à être assez vieux. Alors, pour vous donner une idée, quand vous pensez aux grands pionniers de compagnies aériennes, Maxim Heinz d'Air France a quand même pris sa retraite vers 70 ans ou plus tard, même un petit peu plus tôt. Vous avez Plessman de KLM qui aussi a pris sa retraite un petit peu plus tôt. Là, Tripet, il fait facilement, il a 70 ans, il va vers 80 et pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. La preuve, c'est lui qui commande le Boeing 747. Alors le Boeing 747, à la base, c'est un projet militaire. C'était l'idée que avait Boeing en réponse à une demande de l'US Air Force pour un gros cargo. L'US Air Force décide de ne pas adopter le 747. À la place, ils vont prendre ce qui s'appellera plus tard le Lockheed C5 Galaxy. Mais le Boeing 747 est là dans les cartons. Et Tripper regarde un peu ça et se dit: «Ah bah tiens, ça, non seulement c'est un gros 707, mais ça double, voire ça triple le nombre de passagers. Ah, puis qu'est-ce qu'on va faire avec par exemple cette section derrière là? Parce qu'il faut mettre le cockpit au-dessus des passagers. Ah ben on va en faire un salon spécial de première classe, voilà». Heu et c'est ainsi que
la légende du Boeing 747 est née. C'est aussi un exemple de la fascination qu'a Pan Am pour les nouveaux avions. Pan Am sera une compagnie de lancement du Boeing 747, mais elle en commande tellement qu'en fait, elle ne pourra pas tous les remplir, hein. Au début, ce sera très difficile. Ce sera quand même la première compagnie à le mettre en service en janvier 1970. Ce ne sera pas une mise en service facile. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les moteurs à l'époque, problèmes de réglage. Et il faudra même changer d'avion pour que le vol puisse enfin décoller à destination de Londres. Mais le Boeing 747 devient le symbole du vol transatlantique, et c'est Pan Am en fait qui donne l'exemple, avant qu'évidemment beaucoup d'autres compagnies ne suivent dans sa lignée. Ce Boeing 747 est à la fois l'apogée de la compagnie Pan Am, mais en même temps suggère que ça va être le début de ses problèmes financiers. Pourquoi? Bon, parlons d'abord du côté apogée. Euh, Le Boeing 747, c'est le fer de lance de la Pan Am. C'est aussi quelque chose où on se dit, bon, bah, il va y avoir un service à bord magnifique, ce sera excellent. Et non seulement si on paye première classe, on arrive à New York, on a le service hélicoptère jusqu'à la 34e rue, c'est magnifique, voilà, tout va très bien. En même temps, évidemment, il y a l'idée du futur, tellement puissante que, par exemple, dans le film 2001 Odyssée de l'espace, un film qui a été produit en 1968, en pleine conquête spatiale, vous avez une navette spatiale, bien avant la navette que l'on connaît, qui rejoint une station spatiale en orbite autour de la Terre. Et dans le film, vous pouvez identifier, si vous faites attention, le logo de la Pan Am. Donc, cette idée d'avoir la Pan Am dans l'espace aussi est assez courant. La Pan Am avait bien sûr autorisé cela à Stanley Kubrick, le producteur du film. Et en même temps, à partir de 1969, quand on a les premiers hommes sur la Lune, la Pan Am se met à vendre, enfin vendre, accepter plutôt des réservations pour ce qui sera les premiers vols sur la Lune une fois que ça devient courant. C'est un peu un gag évidemment, mais non, vous pouviez acheter votre petite carte club, voilà, carte de membre, avec une lettre disant: «Dès que nous avons, un système en place pour des vols lunaires réguliers, nous vous contacterons, sachez que ça peut durer un moment». Oui, ça dure encore. Mais ça vous donne une idée un peu de cet usage de la marque. Ah, si la Pan Am est là, qu'elle est moderne, donc il va falloir qu'elle s'engage là-dedans. Alors, on a parlé du 747, on parle un peu du programme spatial comme ça. Posons-nous la question, qu'en est-il du transport aérien supersonique? Alors là, ça va moins bien, malheureusement. La Pan Am, dans les années 60, commande évidemment le Boeing 747, que l'on connaît, mais elle passe aussi commande de Concorde et du Boeing 2707, qui était le projet de la Boeing, enfin du gouvernement américain qui payait Boeing pour le développement d'un avion qui serait beaucoup plus grand que Concorde, volerait tout petit peu plus vite, pas beaucoup plus vite, mais transporterait presque 300 passagers. Les problèmes absolument gigantesques associés à un avion de cette taille font qu'à partir de 1971, en fait, le projet est annulé. Donc il reste encore les options que Pan Am avait prises sur le Concorde. Vous voyez là dans une livrée, évidemment ça c'est une reconstruction par ordinateur. Euh, mais qu'en est-il? Vont-ils garder ces options? Alors, en fait, on sait très bien qu'avec le Concorde, bon, déjà, c'était un avion qui coûtait très cher, mais que le choc pétrolier de 1973 va mettre fin à tout espoir d'utiliser le Concorde, de vendre le Concorde régulièrement. Et les options vont être annulées. En fait, la Pan Am utilisera évidemment le choc pétrolier comme une excuse, mais la Pan Am, déjà avant le choc pétrolier, ne voulait plus le Concorde. C'est très triste, mais c'était très clair que dans leur optique financière, ce n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient utiliser. En 1971, alors c'est une année importante. Vous avez l'annulation du, euh, du Boeing 2707. Vous avez aussi la prise de retraite de Juan Trippe. Il part à la retraite en 71 et il meurt 10 ans plus tard dans son appartement à New York, donc en 1981. Et ses successeurs regardent le Concorde et se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là? Ils ne savent pas. Euh, vous donner une idée très simple, pour les économistes de la Pan Am et pour ceux d'autres compagnies aériennes, il faut bien le dire, cet avion-là
transporte 4 fois plus de passagers que cet avion-ci, en utilisant 4 fois moins de carburant. Donc, pas besoin d'être mathématicien pour savoir que ça ne va pas très bien marcher, malheureusement. C'est pour ça que la Paname, en fait, n'utilisera jamais le Concorde. Mais Juan Trippe, en son temps, l'avait commandé aux grandes dames du président Kennedy qui avait dit, mais pourquoi est-ce qu'il achète un truc européen? Comment peut-il faire ça? Trippe voulait être à la pointe du progrès, mais là, la pointe du progrès ne se présente pas. 1971, c'est aussi une période où les États-Unis entrent dans une phase financière économique difficile, ce qu'on appelle stagflation, stagnation et en même temps inflation, ce qui est très bizarre en économie, ça avait été du jamais vu à l'époque. La guerre du Vietnam coûtait tellement cher aux Américains que le président Nixon avait dû retirer le dollar à l'époque, le dollar était convertible en or immédiatement. Et ben, ce n'est plus le cas à partir de 1971. Si le gouvernement américain a ce genre de problème, une compagnie privée va aussi avoir ce genre de problème. Donc les années 70, en fait, sont une période un peu... c'est comme si on avait fait beaucoup de la fête le soir d'avant et on est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai maintenant avec ce mal de crâne? Cela dit, la Paname reste toujours très utile, très importante, notamment dans ses services dans la guerre froide. La Paname, par exemple, était une compagnie qui pouvait être mobilisée immédiatement si besoin l'était. C'est un accord avec le gouvernement américain qui payait, par exemple, la réfection de certains avions, mais en cas d'alerte militaire, ces avions devaient être mis à disposition pour le transport de troupes. Quelque chose qui sera fait notamment jusqu'en 1991, notamment pour la première guerre du Golfe, euh, dont on parlera tout à l'heure. Mais il y a aussi un service dans la guerre froide. Panam, par exemple, était une des 3 compagnies autorisées à servir Berlin. Pour mémoire, Berlin était évidemment appartenait non pas à l'Allemagne jusqu'en 1990, mais aux 4 puissances qui avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, donc l'Union soviétique, France, Angleterre et États-Unis. Donc c'était divisé en 4 secteurs. Le problème, c'est que Berlin, c'est au milieu du secteur soviétique, ce qu'on appelait à l'époque l'Allemagne de l'Est. Alors, alors qui pouvait servir Berlin? Ben, Lufthansa était interdite de service à Berlin. Donc, c'était un service qui se faisait par Air France jusqu'à Tegel, et puis BEA, qui était un des ancêtres de British Airways, et la Panam. BEA et Panam allant en général à Tegel était l'autre aérodrome à Berlin qui était en service dans le secteur de l'Ouest. Donc la Panam continuera ce service. Dans les années 80, par exemple, vous pouviez encore simplement prendre une navette de Berlin à Francfort. Et c'était en fait relativement bon marché et en tout cas beaucoup plus confortable que les trains est-allemands. Donc il y avait un avantage à ça. La Panam sera aussi la compagnie choisie pour les services réguliers entre Moscou et New York. Une tentative un peu de réchauffement entre Washington et Moscou, mais en ayant un service à partir de New York. Et donc, le côté américain sera Panam, le côté soviétique sera évidemment l'Aéroflotte. Donc, vous avez ce service dans la guerre froide qui est en place. Et en même temps, vous avez une tentative dans les années 70, malgré toutes les difficultés, d'améliorer le service, notamment en utilisant le Boeing 747 SP. Alors, si vous regardez ça, si vous ne connaissez pas les avions, c'est pas grave, simplement imaginez un petit peu, ça ressemble à un Boeing 747, mais ça a l'air d'être passé au lavage, un petit peu rétréci, mais avec une... alors effectivement, ils l'ont rétréci. Le problème, c'est qu'en le rétrécissant, ils ont changé l'aérodynamique, donc il a fallu en fait redessiner toute la queue en la faisant beaucoup plus haute pour maintenir la stabilité de l'avion. Pourquoi faire un petit avion rallongé, comme ça, un petit avion, non pas rallongé, mais raccourci? Eh ben, à l'époque, les moteurs ne permettent pas d'avoir autant d'autonomie que certaines compagnies le voudraient. Donc, pour avoir des très longues liaisons du style Los Angeles-Tokyo ou par exemple New York-Johannesburg en Afrique du Sud, il fallait trouver une autre solution. Boeing propose cela à partir de 1975 et la Panam l'achète. C'est aussi le genre d'avion qui sera utilisé pour les fameuses routes Panam 1 et Panam 2. Voilà. Euh, L'avantage aussi, c'est que tout en pouvant voler plus loin, l'avion transporte un peu moins de passagers, ça veut dire qu'il y a moins de sièges à remplir. C'est quelque chose qui va jouer son rôle.
Parce que dans les années 70, la Pan Am réalise, ils ont un gros problème. Ils ont trop d'avions et en même temps, ils n'ont pas une flotte intérieure. Alors, je m'explique. Une des grosses erreurs de Pan Am, tous les historiens s'accordent pour le dire, c'est d'avoir acheté la compagnie National Airlines. Alors, quelle est National Airlines? National Airlines, c'était une bonne compagnie locale qui faisait des services notamment la d'ailleurs, et puis aussi avec deux, trois lignes. Avait essayé National ou de fusionner avec National plusieurs fois, ça n'avait pas marché. Mais à partir des années 70, National Airlines, qui avant se portait relativement bien, commence à faire l'expérience des déboires économiques qui sévissent aux États-Unis. D'abord la crise de 71, mais ensuite la crise du pétrole à partir de 73, un peu la dépression générale qui affecte les États-Unis dans les années 70. Euh, alors que fait alors Panam voit l'occasion d'acheter National Airlines. Le problème, c'est que quand vous achetez une compagnie, beh, vous assumez non seulement, heu, l'avantage d'avoir ces routes, parce qu'évidemment c'était l'idée d'acquérir les routes de National Airlines, donc de permettre à Panam d'avoir un réseau intérieur, parce que sinon pour obtenir des passagers, il fallait toujours qu'ils passent des accords avec les autres compagnies. Donc là, ils obtiennent l'accord d'obtenir les routes de National Airlines, mais en même temps, ils doivent assumer la dette de National Airlines. Ils doivent assumer la flotte de National Airlines. Alors, ils ont un problème. Par exemple, National Airlines avait des DC-10, un triréacteur, gros porteur. Le problème, c'est que Panam, qui était concurrence du DC-10, aussi triréacteur, gros porteur. Du coup, l'idée d'essayer de rationaliser la flotte, eh ben, c'est un peu tombé à l'eau parce qu'on est en train d'avoir deux types d'avions différents pour faire la même chose. Donc ça vous donne une idée des difficultés. Et évidemment, il y a toujours le principe d'une fusion culturelle des deux principes. Pour ceux d'entre vous qui êtes familiers avec l'histoire d'Air France, par exemple, l'assimilation de la compagnie UTA et de la compagnie Air Inter dans Air France, ça n'a pas été facile. C'est pas juste une question de syndicat, c'est aussi une question de culture qui est très différente. Alors, voilà, c'est le problème de la Paname. Ils vont acquérir ça et ils vont avoir une petite indigestion, même une grosse indigestion. Ça va précipiter, en fait, les difficultés de la Paname. Maintenant, on peut se demander: «Mais pourquoi faire ça? Pourquoi acheter ça?» Parce qu'à partir de 1978, en fait, les États-Unis sont les premiers à introduire ce qu'on appelle la dérégulation. Dérégulation, en fait, c'est quelque chose de magnifique pour le consommateur, en tout cas, beaucoup le pensent, peut-être moins agréable pour une compagnie bien établie comme la Pan Am. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que, ouais, brusquement, vous avez, une petite compagnie qui s'établit, par exemple, je sais pas, entre New York et Boston, qui est un des grands axes, de transport aérien, et qui, au lieu de vendre des billets à 50 $ les vend à 20 $. Alors évidemment, tout le monde va aller prendre les billets à 20 $ et vous avez une autre compagnie qui arrive qui dit: «Bon, on vend aussi à 20 $, sauf le week-end où on les fait à 15 $ ou 19 $». Voilà. Donc vous aviez New Yorker, People Express qui faisait ça, faisant de la concurrence à Eastern. Et bah, pour Panam, c'est la même chose. Ils ont un problème, c'est qu'ils ont peur d'avoir cette concurrence qui va leur coller au derrière. Heu, En fait, à partir de 1978, la dérégulation fait du mal à la Paname. Elle ne peut plus être concurrentielle sur beaucoup de ses lignes. Et l'achat de National Airlines précipite la difficulté. Ça ne veut pas dire que la Paname n'a pas des avantages certains. Quand on regarde un peu ses routes, notamment sur le Pacifique et sur une partie des États-Unis, c'est quand même une compagnie importante, mais c'est une compagnie qui a des difficultés. Alors, elle va quand même faire des efforts pour rationaliser sa flotte. Par exemple, à partir de 1981, la mort de Juan Trippe, qui était à la retraite depuis 10 ans, la Pan Am, par exemple, se débarrasse de ses Boeing 707. Ils sont vieux, ils utilisent beaucoup de carburant. Il est temps de les passer à d'autres, voilà, de les vendre. À la place, la Pan Am planifie un renouvellement de sa flotte et, dans les années 80, par exemple, décidera de l'achat de toute une flotte Airbus A300, le gros porteur, à l'époque, A310, un petit peu plus petit mais capable de traverser l'Atlantique, et plus tard, une commande à la fin des années 80 d'A320 pour en fait remplacer les Boeing 727 qui étaient des petits avions
Boeing 737 aussi, des petits avions. En fait, l'idée est de passer à une flotte qui serait non seulement rationalisée, mais aussi utiliserait beaucoup moins de carburant. Ayant fait l'expérience du second choc pétrolier en 79, vous pouvez voir que juste parce que la Paname a des ennuis, ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas à leur futur. Ils font très attention à cela. Et en fait, cette rationalisation de la flotte est aussi suivie d'autres rationalisations. Certaines routes sont fermées, d'autres sont réétablies ou sont augmentées, ainsi de suite. Donc il y a un effort certain qui se fait dans les années 80. Et on peut dire qu'en fait, à partir de 86-87, notamment suite à la faillite d'une compagnie qui s'appelle Eastern Airlines, Pan Am, par exemple, voit juste en rachetant la route Boston-New York, qui était ce qui s'appelait le shuttle, la navette, et rachète ce monopole à Eastern Airlines. Et ce faisant, en fait, ils réussissent à reconstruire une partie de leurs finances. Parce qu'il y a toujours une demande entre Boston et New York. Pour vous donner un exemple, Boston-New York, vous pouvez le faire en train, ça va vous prendre 4 heures, c'est pas très efficace, pas très confortable. Avec là, si vous arrangez, l'aéroport de Boston est près de la ville, vous sautez dans l'avion, en fait, en 3 heures maximum, vous êtes complètement à destination. Voilà. Donc, c'était un avantage certain. Paname rachète ses routes et prend l'avantage. Donc, fin des années 80, tout va bien, semble-t-il, ou tout va mieux. On ne peut pas dire que tout va bien, mais tout va mieux. Jusqu'au moment où Paname 103 se produit. Alors, la Paname, comme toutes les grandes compagnies aériennes, avait fait l'expérience du terrorisme, notamment dans les années 70. Ils avaient notamment perdu un Boeing 747 en septembre 70, le groupe Septembre Noir avait détruit un Boeing 747 au sol, mais sans les passagers. Là, le vol Paname 103, c'est une des grandes tragédies. Quand on pense Paname 103, on pourrait aussi penser au vol UTA 779. Les deux destructions avaient été probablement orchestrées par le même groupe, la même organisation. De nos jours, les experts affirment qu'il s'agit des services secrets libyens. Concernant la Paname, en décembre 1988, ce vol plein décolle de Francfort, passe par Londres, récupère notamment beaucoup de jeunes étudiants qui rentraient chez eux pour les vacances. Et au-dessus de l'Écosse, alors qu'il est en altitude avant de traverser l'Atlantique, une bombe cachée dans une radio explose et détruit le vol qui s'écrase à Lockerbie en Écosse. Euh, une grande tragédie, mais une tragédie exacerbée par le fait qu'il y a de grandes lacunes dans la sécurité. Le système de sécurité était très mauvais et ça, en fait, ça affecte la réputation de la Paname qui commence à perdre des passagers de nouveau. Donc cette crise causée par la destruction de ce vol en décembre 88 va s'accélérer. Qu'est-ce qui va clouer le cercueil de la Paname? En fait, ce sera la guerre du Golfe en 1991. Le 17 janvier 1991, les États-Unis, à la tête d'une coalition qui inclut les alliés classiques des États-Unis, libèrent le Koweït, mais n'envahissent pas l'Irak, simplement. Mais cette invasion, cette libération du Koweït des forces irakiennes va en fait causer une crise économique, notamment dans le transport aérien. Les gens ont peur de voyager de nouveau, et la Paname, qui notamment avait été utilisée pour transporter des troupes en 1990-91 jusqu'au Koweït, la Paname va essayer de s'en sortir encore durant l'été 91, mais en fait, la crise économique qui sévit aux États-Unis à l'époque euh, affecte le nombre de passagers qu'elle peut transporter. Alors, malgré, par exemple, une nouvelle flotte, notamment qui inclut ces nouveaux Airbus, qui lui permet de remplir ses vols assez bien, notamment elle fait New York-Paris ou New York-Bruxelles-Genève, enfin des choses comme ça. Et en décembre 1991, c'est la fin. Il faut rendre la clé et brusquement la compagnie cesse ses opérations. Non seulement elle cesse ses opérations, mais il n'y a vraiment plus un sou. Les gérants de la compagnie avaient notamment même utilisé les fonds de retraite
qui a été mise en place par la compagnie. Du fait, beaucoup de gens qui pensaient: «Bon, bah, au moins j'ai ma retraite que je peux utiliser jusqu'à ce que je retrouve du travail», eh ben, ils n'ont pas reçu un sou. C'était une des grandes tragédies doublées de la Paname. Non seulement brusquement les équipages, les mécaniciens, le personnel au sol se retrouvaient sans le sou, mais en même temps, ils n'avaient même pas, les économies qu'ils avaient mises de côté. Heu, la tragédie de la Paname, en fait, avait déjà commencé de se produire pas mal, mais c'était vraiment quand même un choc. Impossible de sauver la compagnie. Qu'en reste-t-il de nos jours? Alors, il y a eu des tentatives de résurrection de la Paname. Certains experts disent qu'il y en a eu au moins 6 différentes, et ça n'a jamais vraiment marché. L'idée de racheter, par exemple, la marque et de recommencer une nouvelle compagnie, heu, c'est pas possible. Si on examine un peu les raisons pour le succès, mais aussi les déboires de la Paname, on se dit: «Non, c'était une compagnie typique de l'époque de la régulation». Et dès qu'il y a eu la dérégulation, c'est un système qui ne pouvait plus marcher. L'époque aussi des grands présidents de compagnies aériennes qui contrôlaient tout et qui décidaient ce qu'ils voulaient, quand ils le voulaient, évidemment, ça aussi s'est révolu, même aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose où il faut faire une croix dessus. Il n'y aura pas une autre Paname, même s'il y en a une autre, ce ne sera pas du tout la même. Alors, qu'est-ce qu'il en reste? Il y a une certaine nostalgie, nostalgie que l'on voit notamment dans les films, bien sûr, mais aussi dans, le fait que, par exemple, si vous allez en Californie, il y a un restaurant Paname qui, en fait, vous propose une expérience à bord. C'est-à-dire que vous arrivez dans, une espèce de modèle de salon première classe dans un Boeing 747 et vous avez, du personnel, mais habillé comme des stewards de la Paname ou des hôtesses, qui va vous servir un repas première classe. C'est quand même un peu bizarre de penser que vous iriez au restaurant pour manger de la nourriture des avions, mais bon, c'est l'idée de cette nostalgie qui joue un peu son rôle. En fait, si l'on pense à la Paname, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut de pardon, de quoi faudrait-il se souvenir? Bah, d'abord le fait que, à un certain degré, quand il y avait des grands patrons de compagnies aériennes, au début de l'aviation, c'était possible effectivement, d'affirmer une certaine direction, une certaine stratégie de développement, de la compagnie aérienne, tant sur le plan des routes que sur le plan technique. On pouvait aussi évidemment construire une marque d'une certaine façon, et vous pouvez voir ça notamment dans d'autres compagnies aériennes, certaines encore évidemment, heu, en vie, mais d'autres aussi défuntes, qu'il s'agisse de Swissair, qu'il s'agisse d'Eastern Airlines, qu'il s'agisse d'autres. Heu, donc je dirais que cette transformation dont on fait l'expérience depuis plus de 40 ans de dérégulation, c'est encore quelque chose qu'on est en train d'apprendre, mais on ne reviendra jamais à ce genre de compagnie unique qui existait comme la Paname. Il faut se transformer complètement, même avec le même nom, ou alors il faut disparaître. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.